Le big band est au jazz ce que l'orchestre symphonique est à la musique classique. Un format d'orchestre abouti, offrant aux arrangeurs une palette de sons, d'instruments variés, permettant une multitude de combinaisons, de mariages sonores et de nuances. Principalement dévolu à la danse des années 20 à 40, le big band va être également un support idéal pour les compositeurs et orchestrateurs audacieux désirant développer une musique plus sophistiquée. Cet album rend hommage aux créateurs géniaux qui ont su par leur talent et leur inventivité donner ses lettres de noblesse à un format d'orchestre né au début des années 20 et qui fait encore référence dans le jazz du XXIe siècle. L'histoire du jazz commence aux alentours de 1900 avec une vingtaine d'années de gestation et une autre vingtaine d'années d'individuation. Trois principaux courants musicaux de la fin du XIXe siècle vont converger pour aboutir à sa naissance. Les work songs et gospel, le blues et le ragtime. Ce dernier, inspiré par le cakewalk, danse de salon louisianaise, est écrit pour le piano. Mais le jazz naissant et des musiciens comme Kid Ory ou Jelly Roll Morton s'emparent assez vite des mélodies du ragtime pour en faire des morceaux de jazz dans lesquels on pourra à présent improviser. Certaines versions dans le texte ou presse de rag célèbres verront le jour sous la plume d'orchestrateurs comme Gunther Schuller par exemple. Dirty Rag évoque ce ragtime orchestral, ancêtre du big band. Plusieurs sources s'accordent à dire que l'histoire du big band débute avec Fletcher Henderson au cours des années 1920, même si un certain Duke Ellington forme un orchestre semblable à peu près au même moment. Fletcher, chef d'orchestre et arrangeur afro-américain, imagine un premier grand orchestre en 1924. La structure novatrice qu'il développe avec son arrangeur Don Redman comprend 3 sections organisées d'instruments semblables: hanches, cuivre et un trio ou quartet rythmique, batterie, basse, piano, banjo ou guitare acoustique. Au sein de ces formations brillent souvent un ou plusieurs solistes.
Au début, en 24, on peut y entendre 2 cornets, un trombone et 3 anches. Les 3 saxophonistes jouent de la clarinette. Puis assez vite, dès la fin des années 20, on trouve 3 cornets, 2 trombones et 4 anches. Le format définitif se fixera vers 1929 à l'aube de l'ère swing. Laurel et Hardy rend hommage à ces pionniers du big band, à leur imagination et créativité débordante et innovante. Au milieu des années 20, avec Fletcher Henderson, Duke Ellington et quelques autres, le big band balbutiant explore les voies de la musique savante écrite sur des partitions. Dans le même temps, notamment à Chicago, certains orchestres à l'instrumentation plus réduite, comme le gang de Bix Beiderbecke ou les Red Hot Peppers de Morton, produisent une musique élaborée mais plus libre, qui laisse encore une large place à l'improvisation collective. Ces formations moins tonitruantes que le big band, mais à l'écriture dense et raffinée, préfigurent ce que l'on entendra dans les années 50 avec le style cool et des orchestres comme le Dectet de Marty Page ou l'orchestre réuni par Miles Davis pour Birth of the Cool. Two Bigs illustre ce que le Bix Gang pouvait produire vers le milieu des années 20.
Les années 30 commencent mal en Amérique. Le krach de Wall Street de 1929 est l'amorce d'une crise économique sans précédent qui durera jusqu'en 1934. Elle n'est évidemment pas sans conséquences sur les musiciens, en particulier s'ils sont noirs. Beaucoup d'entre eux sont forcés de changer de profession tandis que les orchestres licencient leurs employés et que les maisons de disques font faillite. Pourtant, même si Duke Ellington fait référence à la crise en enregistrant Wall Street Wail le 10 décembre 29, son orchestre continue de jouer au Cotton Club. Ceux qui le peuvent tentent d'oublier leurs soucis en se ruant dans les clubs. Là, ils veulent du spectacle, de la danse, de l'exotisme, une musique gaie, éclatante qui va chasser pour un soir leur angoisse. Slap That Band fait référence à ce jazz hot, fait pour la danse, et à ces grands orchestres qui jouaient toute la nuit durant dans ces ballrooms bondés. Nous sommes à l'aube des années 30, le big band est né. Le rythme à deux temps des premiers styles de jazz, qui venaient principalement des marching bands de la Nouvelle-Orléans, semble s'épuiser vers la fin des années 20. À Harlem, et plus encore à Kansas City, une forme nouvelle se développe en 28-29. La période swing ou swing era commence. Le jazz passe à 4 temps, l'accent étant mis de manière égale sur tous les temps. Bientôt la batterie avec l'invention de la pédale Charleston aux alentours de 1926 apporte un nouveau balancement très caractéristique. Le tempo joué sur cette double cymbale Charleston est popularisé par des batteurs comme Lionel Hampton, Gene Krupa ou encore Joe Jones pour ne citer qu'eux. La contrebasse et la guitare évincent progressivement le banjo et le tuba, c'est aussi le style riff, une phrase répétée plusieurs fois sur des harmonies différentes. La formation de Benny Moten et les orchestres de Count Basie et de Jay McShann en sont les plus célèbres représentants. Jumping Count illustre cette période des débuts de l'orchestre de Count Basie et des Head Arrangements qu'il créait souvent de façon instantanée à partir d'un simple riff de piano.
En 1932, tirant la leçon des grands orchestres noirs en vogue, le clarinettiste et chef d'orchestre blanc Benny Goodman décide de constituer lui aussi un big band. Grâce à ses émissions de radio sur NBC, il cristallise sur son nom la vogue du courant swing, cette musique au tempo enlevé et à la pulsation régulière. Aidé par Fletcher Henderson, qui vient de dissoudre son orchestre et qui est recruté comme arrangeur, Benny Goodman apporte au jazz une reconnaissance et une popularité qu'il n'a jamais connue auparavant. Il va s'entourer des meilleurs musiciens de l'époque, dont le spectaculaire batteur Gene Krupa, qui n'est pas pour rien dans le succès de l'orchestre. Benny Goodman sera sacré roi du swing au Carnegie Hall en 1938. Paradoxalement, ce musicien blanc qui fut accusé de voler la vedette aux orchestres noirs de l'époque au point de les faire se détourner du style swing dès la fin des années 30 pour créer le bebop, eh bien ce Benny Goodman fut pourtant l'un des premiers musiciens blancs à engager des artistes noirs dans son orchestre, et pas n'importe lesquels, Teddy Wilson, Charlie Christian, Lionel Hampton ou Billie Holiday. Swing Swang Swang est un clin d'œil à un des plus grands succès du big band de Benny Goodman. C'est Don Redman lui-même qui, dès 1931, va définir la structure des 4 sections d'un big band moderne. 4 saxophones, un 5e viendra s'y adjoindre en 1933 chez Benny Carter, 3 trompettes, 3 trombones et une section rythmique constituée d'un piano, d'une guitare, d'une contrebasse et d'une batterie. La passion du public pour le swing entraîne alors l'apparition de centaines de big bands, pour la plupart blancs. On les entend dans toutes les émissions de radio. L'histoire n'a retenu que les noms des meilleurs. Ceux du tromboniste Tommy Dorsey, du clarinettiste Artie Shaw et du célébrissime tromboniste Glenn Miller. Glenn Strain évoque le côté bien léché et la tonitruance des orchestres blancs de l'époque.
Le cas Glenn Miller est particulier. Il est sans doute un des jazzmen les plus connus en Europe et en France, sans y avoir jamais mis les pieds. Un mélange d'opportunisme, de persévérance et de chance a fait qu'il est devenu l'emblème musical iconique de la fin de la guerre 39-45 et de la Libération. Installé à New York au début des années 30 et colocataire de Benny Goodman, les débuts de Glenn sont difficiles. Engagé ça et là comme sideman, notamment chez Ray Noble et les frères d'Orsay, c'est seulement le 25 avril 1935 qu'il grave enfin les premiers disques sous son nom, à la tête d'un presque big band. 2 trompettes, 2 trombones, 2 anches, un quatuor à cordes et une section rythmique. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Persévérant et têtu, Glenn reforme un orchestre prêt à se produire dès avril 1938. Il semble avoir trouvé tous les ingrédients sonores qui feront son succès. La clarinette qui mène les anches, les différentes sourdines utilisées pour les cuivres et des arrangeurs capables de mettre en valeur ces recettes. Des émissions de radio retransmises dès le mois de juin 1938 font entendre en guise d'indicatif ce qui deviendra le titre cultissime de l'orchestre et qui est sans doute une des seules mélodies du répertoire de l'orchestre dont on peut lui attribuer la composition, le fameux Moonlight Serenade qui ne sera gravé en studio qu'en avril 1939.
Du côté des orchestres de musiciens noirs, il faut encore compter en cette seconde moitié des années 30 avec la formation du chanteur Cab Calloway qui remplaça Ellington au Cotton Club en 1932, celle du légendaire batteur Chick Webb, premier mari d'Ella Fitzgerald, et surtout le big band de Jimmy Lunceford, le seul en 1938 à tenir tête à l'orchestre de Duke Ellington. Duke Ellington, encore lui, résolument moderne, des années 20 à 70, absolument indémodable et toujours surprenant. Il invente dans les années 30 un style plutôt sauvage, coloré, avec l'emploi de sons triturés, de sourdines et de percussions, le style jungle. Ce son si particulier et cuivré, additionné au fait que Duke écrit horizontalement en défiant toutes les lois harmoniques de l'époque et en priorisant le son de ses solistes, font que cet orchestre est reconnaissable à la première mesure. En réponse à la demande populaire, le jazz se transforme, le blues exprimant la douleur d'un peuple et les mélodies puisées dans le ragtime et les thèmes traditionnels s'effacent au profit d'un répertoire composé essentiellement de chansons, le plus souvent tirées de comédies musicales jouées à Broadway. Même si la musique est maintenant écrite sur des partitions, l'improvisation reste au cœur du jazz. Elle se développe même, portée par ce nouveau support organisé qu'est le big band.
Grâce à ces talentueux solistes que furent Coleman Hawkins, Johnny Hodges, Lester Young et tant d'autres, l'esprit du jazz perdure tandis que le recours aux arrangements orchestraux enrichit considérablement la palette sonore. Des arrangeurs comme Don Redman, Cy Oliver ou Benny Carter deviennent rapidement des personnages aussi indispensables que les solistes et se mettent au service de ces derniers en offrant des écrins à leur verve inventive. Vers la fin des années 30, le swing est devenu une gigantesque entreprise commerciale. Ce style, dont les Noirs sont à l'origine, a été subtilisé et détourné par des orchestres blancs qui profitent seuls de la notoriété. L'arrivée de quelques musiciens novateurs comme Miles Davis, Charlie Parker ou Dizzy Gillespie sur un fond de révolte et de revendication va annoncer un nouveau style provocateur et engendrer le déclin des big bands. Les grands orchestres, quand ils subsistent, vont devoir se mettre à la mode bebop et simplifier leurs orchestrations pour mettre en valeur des thèmes alambiqués et nerveux, empruntant le plus souvent leur trame harmonique à de vieux standards et jouer le plus souvent à l'unisson.
Durant cette période bebop, qui va couvrir les années 40, la plupart des big bands classiques mettent la clé sous la porte. Les petites formations reviennent sur le devant de la scène, mais Dizzy Gillespie, une des figures emblématiques de ce nouveau courant, va malgré tout former un big band, le Metronome All Stars, en 1948, avec lequel il flirtera notamment avec la musique cubaine. Depuis l'arrivée du bebop et le soudain déclin des big bands dévolus à la danse, les orchestres institutions comme ceux de Basie et Duke se transforment pour devenir progressivement des formations que l'on peut écouter, sagement ou pas, en concert. Le temps est venu pour les arrangeurs de mettre leur personnalité au service de l'orchestre et ses solistes, et non plus à celui de la danse. Quelques faces mythiques sont enregistrées dans les années 50 sous les plumes d'Ernie Wilkins, Sammy Nestico, Nell Hefti, Quincy Jones et bien d'autres.
Un album de Count Basie peut sans doute synthétiser tout son talent de pianiste, de chef d'orchestre et de meneur d'hommes. Il est pour beaucoup de jazzmen professionnels classé dans leur top 10 des enregistrements à emmener sur une île déserte. Ce disque fait également la charnière avec la nouvelle décennie qui s'ouvre et produisit lors de sa sortie l'effet stigmatisé sur la photo de sa pochette. Je veux bien entendu parler de l'Atomic Basie. C'est aussi cet album qui propulsa Nell Hefti, l'auteur de toutes les compositions et arrangements, au rang de star de l'écriture jazz. Pourtant, ce compositeur de musique de film avait commencé sa carrière de jazzman comme trompettiste et avait largement contribué au courant bebop, aux côtés notamment de Woody Herman et Charlie Ventura. La plupart des compositions qu'il offrit à l'orchestre du Count pour cet album sont dans toutes les mémoires de mélomanes. À l'instar de Count Basie, Duke Ellington continue sa route avec un orchestre toujours plus percutant et innovant. Il travaille sur la forme, élabore des suites, réorchestre des pièces de musique classique, flirte parfois avec la musique sacrée, la musique de film. Les arrangements sont très sophistiqués, mais le batteur qui joue à présent avec lui, Sam Woodyard, propulse la machine avec un swing étourdissant. Sans une once de démonstration, il est capable de jouer le tempo et juste le tempo pendant un album entier, et cela crée un contraste inouï avec l'écriture savante du Duke.
C'est ce qui frappe dans cet album exceptionnel, Piano in the Background.
Quincy Jones fait partie d'une catégorie de musiciens touche-à-tout de génie. Peu de gens savent qu'il a joué de la trompette. Son premier professeur fut Clark Terry. Ami de Ray Charles, il fait des études au Berklee College of Music de Boston. Engagé chez Lionel Hampton comme trompettiste et arrangeur, il va bientôt se faire remarquer et écrire des orchestrations pour de nombreuses stars du jazz. En 1956, c'est Dizzy Gillespie qui lui demande de diriger son big band. Mais à la fin des années 50, il a envie de changer d'air. Il s'installe à Paris, prend des cours d'écriture avec Nadia Boulanger et travaille chez Berklee comme arrangeur pour des vedettes de variété, Aznavour, Salvador, Brel. C'est aussi à ce moment qu'il collabore avec le groupe vocal Les Double Six. En 1960, il va enfin monter son propre big band, mais malheureusement, malgré la qualité du casting et de la musique, cette expérience se solde par un échec. Restent quelques enregistrements dont les magnifiques Quintessence et Birth of the Band. Une autre facette des talents de Quincy Jones, savoir prédire quelle sera la mode et la devancer. Ce fut un des premiers à surfer avec les musiques en vogue dans les années 60, le twist et la bossa nova entre autres. Son soul bossa nova est sans nul doute, avec In the Mood et Lil Darling, un des plus gros succès de big band de tous les temps. Il flirta ensuite avec le rhythm and blues, la soul, et écrivit durant cette période beaucoup de musique de film avant de devenir producteur.
Musicien polyvalent et très complet, Lalo Schifrin est né à Buenos Aires en 1932. Avant d'être le compositeur de musique de film et de séries que l'on connaît, il a été pianiste et arrangeur de jazz, notamment pour Dizzy Gillespie, Stan Getz, Count Basie. Il a fait la plus grande partie de ses études musicales à Paris avec Olivier Messiaen. Amis de Quincy Jones, ils travailleront tous deux pour Barclay. Vers la fin des années 50, il retourne en Argentine avant de s'installer à Hollywood. On a en tête les musiques de Mannix, Mission Impossible, Starkey et Hutch, Bullitt, mais il mène parallèlement une carrière de chef d'orchestre et de compositeur classique. Mélodiste dans l'âme, sa science de l'écriture a toujours su se mettre au niveau de l'auditeur, et c'est vraisemblablement ce qui a fait l'énorme succès de ses compositions. La famille Jones compte quelques jazzmen de grand renom. Elvin le batteur, Hank le pianiste et au milieu,
Thad, le trompettiste arrangeur. Totalement autodidacte, il sera engagé dans les années 50 dans l'orchestre de Count Basie, au sein duquel il restera 9 ans comme trompettiste. Il commence à écrire des orchestrations pour le Count, mais son style d'écriture très original détonne un peu avec le répertoire et l'esthétique de l'orchestre. Il décide en 1965 d'organiser des sessions de big band autour de sa musique avec son ami batteur Mel Lewis. Au Village Vanguard de New York, devant l'enthousiasme général, il fonde finalement le Thad Jones-Mel Lewis Big Band, qui devient une référence incontournable et avec lequel il enregistrera plusieurs albums.
Durant les années 70, le big band est moins présent sur la scène du jazz. Récession économique? Lassitude du format en section somme toute figé? Il est vrai que durant cette décennie, beaucoup de compositeurs et arrangeurs travaillent sur d'autres types d'instrumentation, comme le mélange avec des instruments de l'orchestre classique, les cordes, les bassons, les hautbois, les cors, etc., ou encore empruntent aux musiques du monde avec les ouds, koras et autres instruments traditionnels. Certains solistes, comme les saxophonistes Joe Henderson ou Joe Lovano, restent malgré tout fidèles au big band, qui reste un format incontournable et un écrin attrayant.
Les années 80 voient le retour des grosses formations. Une en particulier va marquer la décennie et même la suivante. C'est celle du saxophoniste et compositeur Bob Mintzer. Co-créateur du célèbre groupe Yellow Jackets, il est aussi connu pour sa collaboration avec le big band de Jaco Pastorius, le Word of Mouth Big Band. Avec son premier album, Incredible Journey, en 85, il impose son style d'arrangement très efficace et élégant. Mais c'est avec le troisième album de son big band Spectrum, en 1988, qu'il va vraiment connaître le succès. Pas moins de 15 albums enregistrés avec cette formation.
Il faut bien faire des choix, et j'aurais aimé citer tous les merveilleux big band chefs d'orchestre et orchestrateurs qui ont contribué à l'évolution et au rayonnement du big band. Et Dieu sait s'il y en a. Ah, allez, quelques-uns quand même que je n'ai pas eu l'occasion de citer et qui m'ont particulièrement marqué, sans classement aucun. Jimmy Mundy, Gerald Wilson, Marty Page, Francis Bolland, André Prévin, Gil Evans, Bob Brookmeyer, Bill Holman, Kenny Werner, Stan Kenton, Michel Legrand, Maria Schneider. Il y a de nos jours dans le paysage du jazz français et international quelques très beaux orchestres et arrangeurs à suivre. Faites votre choix, il y en a pour tous les goûts. Le big band n'est pas mort et c'est une chance.